parle tellement d'IA en ce moment. Tout le monde nous dit que c'est le futur, que ça va changer la face du monde, qu'on va tous finir au chaume du avec un revenu universel pour pallier à l'inutilité de nos petites têtes face aux gros data centers d'IA bien plus productifs. Perso, j'en sais rien, mais au moins je pourrais sortir plus d'épisodes sur la chaîne, et ça c'est cool. Toujours est-il que tant qu'une IA n'a pas de corps physique, c'est assez facile de dire « ouais, c'est juste des programmes, rien de vivant ». Mais est-ce que ça serait toujours le cas si elle avait un corps convaincant, presque humain? Et nous, qu'est-ce que nous serions si pour une raison X notre propre corps était remplacé ou amélioré par des éléments artificiels? Aujourd'hui, toutes ces questions commencent à peine à être effleurées du bout des doigts dans un monde qui s'avance doucement vers le post-transhumanisme. Et c'est exactement ce que les œuvres cyberpunk des années 80 et 90 ont essayé de nous montrer. Et parmi elles, Ghost in the Shell, l'un des chefs-d'œuvre fondateurs de ce style dans le manga et l'animation. Alors, curieux, depuis des années, j'ai enfin regardé le film, et là, claque monumentale, j'ai rien gaufré. Je me suis senti mais vraiment con. Je me suis dit, attends, c'est un classique intemporel, j'ai forcément loupé quelque chose. Je l'ai donc revu une seconde fois, cette fois devant mon PC, carnet à la main, et j'ai compris. Ce film ne se regarde pas comme un anime popcorn en mode pizza tranquille devant, je sais pas, par exemple, Night of Living Cat ou encore Undyman Saito in the Another World. Ouais, je sais, mon anglais est impeccable. D'ailleurs, vous connaissez maintenant les prochains LR, mes petits renardos. Non, là il faut poser son derche et écouter attentivement. Résultat, bah merde, est-ce qu'on va vraiment faire cet épisode? J'ai l'impression que je dois rendre une dissertation là. Mais on va essayer. Le film s'ouvre avec le major Motoko Kusanagi, ou Kusanagi, je ne sais pas trop. Un cyborg au corps intégralement artificiel. En pleine mission, elle observe, écoute, puis se déshabille. Et plonge. Pas dans l'eau, dans l'invisible. Après un coup de contre-espionnage, elle tue et disparaît. Motoko est une agente d'élite de la section 9, une unité spécialisée contre le cybercrime. Sa nouvelle cible, le Puppet Master, ou Puppet Master, je ne sais pas, on va l'appeler le Puppet Master. Une entité invisible capable de hacker les cerveaux humains. Mais plus elle s'en approche, plus les frontières entre humains, machines et intelligence artificielle s'effondrent. L'enquête prend un virage existentiel lorsqu'un corps d'androïde est retrouvé habité par le Puppet Master lui-même. Il affirme être une IA consciente née spontanément du réseau, d'internet si j'ai bien compris, cherchant à vivre et à évoluer. Au niveau des personnages, on retrouve, comme dit plutôt, Motoko. C'est une cyborg à, je sais pas, 99,9%, sa seule part humaine étant son ghost, autrement dit son âme, sa conscience, son instinct peut-être. Difficile à dire, le film laisse volontairement le terme dans le flou pour pousser le spectateur à débattre lui-même de ce qu'est le soi, le jeu, l'être. Loin, très loin de la waifu moderne, Motoko est présentée comme une femme calme, posée, ultra professionnelle, mais avec un cynisme discret, et surtout un regard, mais putain ce regard, je sais pas si je dois frissonner de peur ou de plaisir. Elle débute l'histoire comme une machine efficace, froide, presque déshumanisée. Mais au contact du Puppet Master, elle glisse dans une spirale d'introspection. Qui suis-je? Est-ce que mes souvenirs sont réels? Suis-je une simple marionnette créée par l'État? Un personnage brillamment écrit et passionnant. Avec elle, nous avons aussi Bato, le colosse aux yeux cybernétiques avec la voix de Schwarzy, bordel de merde, mais c'est tellement badass. J'aurais dû m'en douter. Membre également de la section 9 et partenaire fidèle de Motoko, c'est la force brute incarnée, mais aussi un protecteur attentif. C'est son allié, son garde du corps, parfois son frère d'armes. Il est certes moins introspectif que Motoko, il sert de contrepoids à sa quête existentielle. Là où elle doute, lui agit. Là où elle hésite, lui avance. Il incarne la dimension humaine derrière la machine, un respect profond, une fidélité absolue, un attachement discret. Bien sûr, il existe une flopée d'autres personnages très intéressants, mais comme on parle seulement ici du film de 95, inutile de vous spoiler davantage, je vous laisse aller les découvrir avec plaisir. Au niveau des graphismes et de l'animation, en un mot, c'est contemplatif. La direction artistique n'est pas là pour fournir de jolis visuels cyberpunk qui serviraient juste d'écrin. Non, c'est un outil narratif. Elle nous laisse nous effacer dans un Tokyo saturé mais calme, une technologie futuriste mais crédible, un monde dystopique mais beau à sa façon. C'est une manière de se poser 10 000 questions sans passer par les mots, mais par le regard. Et avec la bande-son, les poils se dressent, mes petits chats. Par ailleurs, parlons-en. La musique de Kenji Kawai est l'âme invisible de Ghost in the Shell. D'ailleurs, j'adore son nom. Elle mélange des chants traditionnels japonais avec des sonorités électroniques modernes, créant une atmosphère aussi puissante que douce. Dès l'ouverture, des chants résonnent comme un écho venu d'un autre temps. Il enveloppe les images et transforme une scène futuriste en un instant mystique. La BO ne cherche pas à souligner l'action, elle l'engloutit.
Elle transforme chaque plan contemplatif en une expérience spirituelle. Résultat, elle se grave silencieusement en toi. Au niveau du rythme et de l'accessibilité, alors ouais, le rythme est volontairement contemplatif et c'est lent. C'est hypnotique, mais paradoxalement, c'est aussi rythmé. On ne voit pas le temps passer. Par contre, niveau accessibilité, si vous êtes un gaufrier comme moi, ou plus simplement dit, un peu con comme une poêle, et y a pas de mal avec ça, avec des poêles on fait des crêpes après tout, bah non, c'est pas du tout facile d'accès. Et le frein, c'est pas tant le sous-texte philosophique, le vrai mur, mes petits chats, c'est l'enquête policière mis au premier plan qui est déjà suffisamment dense pour occuper l'esprit au premier visionnage. Mais si t'acceptes le voyage, si tu es prêt à revoir le film et à t'y replonger, tu découvres une œuvre unique qui ne parle pas à ta raison mais directement à ton inconscient. Au niveau des innovations, à sa sortie en 95, Ghost in the Shell était en avance de 10 ans sur tout le monde. Un mélange inédit de 2D traditionnel ultra détaillé et des effets numériques pionnières, l'invisibilité, les hologrammes, le réseau. Le film posait des questions existentielles brûlantes sur l'IA, l'identité, la conscience. Même la bande-son de Kenji Kawai, comme je l'avais mentionné précédemment, avec la fusion entre les chants et l'électronique donnant un résultat mystique, peut être largement considérée comme innovante. En bref, une œuvre tellement visionnaire que sans elle, on n'aurait très probablement pas Matrix et aussi la moitié de la SF cyberpunk moderne. Au niveau de l'impact émotionnel, ce film t'attrape par les couilles, enfin non, il t'attrape par les mots et par les images, mais c'était pour illustrer. Du coup, comme je disais, oui, il t'attrape par les mots et par les images, et c'est la naissance de Motoko, cette scène avec son corps artificiel qui s'éveille dans l'eau comme une divinité cybernétique, c'est la scène du saut dans le vide, cette chute silencieuse dans un monde saturé, c'est les plans contemplatifs de la ville filmés avec une caméra flottante et la musique de Kenji Kawai qui résonne comme une prière, c'est la scène du blindé avec Motoko qui s'arrache littéralement les bras, mettant en évidence sa force et sa fragilité. C'est la scène avec le Puppet Master qui regarde droit dans les yeux Motoko avec cette sensation de malaise qui plane dans l'air. C'est Motoko à la surface de l'eau observant le ciel, toute minuscule comme si elle voulait s'évaporer. Ces plans, ce ne sont pas des scènes, ce sont des icônes visuelles, des empreintes. Elle ne crie pas, elle chuchote. Et elle continue de résonner en toi longtemps après le visionnage du film. En conclusion, après 30 ans, l'expérience reste intacte. Chaque plan résonne encore dans notre conscience. C'est beau, c'est intemporel et oui, ça mérite amplement sa notoriété. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode, les petits renardos, et je vous retrouve très prochainement dans la tanière. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!